Bonjour à tous, je suis Olivier Audino, je suis donc le président de BME, de SmartLink et surtout un passionné du monde des achats. Aujourd'hui, donc je vais aborder en fait d'abord une petite revue de presse, donc sur quelques articles moi qui m'ont intéressé sur les 7 derniers jours et que je pense intéressant de mettre en avant, surtout pour ceux qui n'ont pas nécessairement le temps de parcourir un peu tous les sites qui parlent d'achat. Je reviendrai également sur 2 posts LinkedIn que j'ai posés sur lesquels il y a eu quelques échanges, quelques questions et que je trouve vachement intéressant à discuter ensemble. Et puis les fiches de négociation que je continue à rédiger. Comme vous le savez, je me donne pour objectif de rédiger au moins une centaine de fiches de négociation pays pour ensuite vous les partager sous forme d'un petit livret finalement pour parcourir le monde et négocier. Le premier point que j'ai beaucoup aimé, qui est paru dans le dernier Profession Achat de septembre, c'est une petite tribune en fait de Natacha Tréant. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce qu'elle parle de circularité dans les achats professionnels. C'est le sujet en fait de non pas acquérir des biens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on achète un téléphone, une voiture, etc., avec un coût d'acquisition fixe et on prend à sa charge finalement le reste de la durée de vie de ce produit alors qu'on pourrait renverser la situation, négocier avec le fournisseur pour lui dire, moi, je te prends un produit, mais en mode service, en mode location d'une certaine manière, et je vais te le payer, ce produit, pour qu'il me dure le plus longtemps possible sur un prix qui est défini en amont. Ce qui veut dire que vous renversez la responsabilité de la durabilité de ce produit chez le fournisseur, puisque ce fournisseur, plutôt que de vous vendre un produit, et une fois qu'il est vendu, c'est plus son problème, voire même plus il y a de la casse et plus il gagne de l'argent parce qu'il va gérer la maintenance, le remplacement, etc. L'idée serait plutôt de se dire, je vous loue le produit ou je vous l'achète sans doute plus cher, mais comme c'est votre responsabilité que ce produit soit en bon état pour éviter que vous ayez plein de réparations à faire, puisque ça resterait à votre charge, de même que la destruction en fin de vie de ce produit serait toujours à la charge du fabricant, le fabricant n'aurait plus aucun intérêt à fabriquer des produits qui ne seraient pas durables, mais au contraire aurait un vrai intérêt à vous vendre des produits qui nécessitent le moins de maintenance possible et qui coûtent le moins cher possible à détruire, et en plus qui durent le plus longtemps possible pour que lui en tire tous les bénéfices. Et d'une, il est payé le plus longtemps possible, il n'a pas de maintenance à payer, et il a des rares frais de destruction en fin de vie du produit. Donc cette économie circulaire, je trouve qu'elle est très intéressante et elle mériterait en fait d'être beaucoup plus négociée auprès des fournisseurs sur énormément de produits qu'on achète qui rentreraient dans cette catégorie-là. Ça créerait finalement une adhésion beaucoup plus forte auprès des fournisseurs. Donc le fournisseur y gagne également puisqu'il a un client sur une horizon de temps beaucoup plus long terme. Et pour l'acheteur, bien entendu, il a une vraie prédictibilité des coûts, beaucoup moins de surprises en termes de défaillance, puisqu'une défaillance serait une perte directe pour le fournisseur. Donc, je vous invite à le lire. Il est à disposition en plus gratuitement, cet article. Il n'y a pas besoin d'abonnement sur Profession Achat et d'essayer de trouver finalement des solutions dans vos entreprises pour l'appliquer. Un autre article, cette fois-ci sur le big data et l'intelligence artificielle. On relit ça de plus en plus aujourd'hui. Il est paru il y a quelques jours, vous voyez, le 23 octobre. Et l'idée, en fait, c'est qu'ils mettent en avant 6 points clés, 6 avantages de travailler sur la big data avec un angle d'intelligence artificielle. Le premier, c'est l'amélioration de la prise de décision. Aujourd'hui, la grande difficulté qu'on a, et moi je me souviens quand je travaillais au sein du groupe SEB il y a quelques années, et qu'on faisait nos cartographies achats sur les achats mondes du groupe SEB, où c'était presque pire quand je travaillais chez General Electric ou United Technologies, qui étaient des boîtes encore plus grosses que le groupe SEB. Finalement, on avait des bases de données qu'on n'arrive même plus à faire tourner sur nos ordinateurs, ou bien qu'il fallait faire tourner et laisser mouliner pendant un moment. C'était il y a 15 ans, ça s'est peut-être un peu amélioré. Pour autant, notre capacité d'analyse de toutes ces données était ridicule par rapport à tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des outils d'IA comme Bard, comme ChatGPT ou d'autres outils privés qui permettent finalement en quelques secondes seulement d'aller extraire de la donnée en interne et en externe, de vous les mettre en avant et à vous ensuite de prendre la prise de décision, de creuser ces sujets-là sans avoir à rentrer dans la base de données elle-même sur lesquels, moi, je me souviens avoir perdu des jours et des jours pour arriver à sortir une simple stratégie achat basée sur une carte achat. On peut également automatiser toutes ces informations, puisque une fois que vous avez créé, que vous avez fait le premier prompt, la première route, on va dire, pour arriver à votre décision,
Eh bien, en fait, vous pouvez dire à l'intelligence artificielle, voilà, je suis d'abord passé par cette étape, puis cette étape, puis cette étape. Ma manière de penser, elle est de cette manière-là, ma personnalisation. Et ensuite, ben, si vous allez lui demander la même chose sur, par exemple, un autre marché fournisseur, ben, il va utiliser votre même méthodologie, l'appliquer et vous ressortir en quelques secondes ou quelques minutes toute une information sur l'étude de marché, le besoin interne, etc., pour avancer. À vous ensuite de challenger. Il y a un principe clé à garder avec l'intelligence artificielle, c'est que l'intelligence artificielle est votre esclave et pas votre maître. Donc, dès que vous avez une information, à vous de la challenger, de vérifier que ce soit vrai et de prendre vos propres responsabilités. Un autre article sur décision achat, toujours sur l'IA, que j'ai trouvé intéressant, qui est plus axé supply, mais c'est finalement d'utiliser l'IA et indirectement le big data pour travailler la prédictibilité des stocks, notamment, avec finalement la réduction des stocks, du surstockage ou au contraire des ruptures de stock que vous pourriez avoir, avec la même manière de travailler, c'est-à-dire je prends mon historique de stock, je prends mes tarifs historiques, je prends mes fournisseurs, je plug potentiellement l'inventaire, c'est-à-dire les stocks chez mes fournisseurs, et je regarde en plus de tout ça l'actualité économique, l'inflation, les taux d'intérêt, etc. À partir de là, bah, je vais pouvoir avoir de la prédictibilité sur mes décisions de stockage. Est-ce que je dois surstocker ou est-ce qu'aujourd'hui, j'ai du surstockage et je devrais au contraire m'en débarrasser parce qu'on va arriver dans une période où au contraire, il y aura beaucoup trop et tous les tarifs vont diminuer, ou est-ce que je dois anticiper le prix? Alors, ça marche sur le surstockage de produits, ça marche aussi sur du surstockage ou en tout cas de la contractualisation sur de la matière première. Je pense à l'électricité en ce moment et au gaz, qui, à mon avis, devrait être négocié, si ce n'est pas déjà fait, sur au moins un an ou deux, vu le contexte actuel. Ensuite, je passe sur un sujet complètement différent. Le 16 octobre, j'ai vu sur Décision Achat également, AXA accélère sa stratégie en matière d'achat inclusif. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'on parle beaucoup de RSE, et on parle moins, je trouve, ces derniers temps d'achat inclusif. Donc, je trouve la démarche intéressante. Ils ont l'ambition de doubler leurs dépenses sur l'achat inclusif. Et je trouve ça intéressant également qu'ils organisent ils ont appelé ça des cafés joyeux à la direction des achats. Même ceux qui aimeraient avancer sur de l'achat inclusif ont une grosse difficulté parce que ces fournisseurs sont assez difficiles à trouver. Enfin, il existe des annuaires, mais souvent, ils sont cachés, ils sont tout petits, ils sont très locaux. Ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas faire des devis correctement. Alors, j'englobe beaucoup et il y a sans doute des exceptions. Mais je trouve que le fait d'aller rassembler, d'avoir des initiatives comme ça, permet finalement de mettre en avant ces types d'achats, parfois qui coûtent un peu plus cher, mais souvent sur des montants de dépenses très faibles. Et au final, bah, des économies qu'on peut aller gagner sur de gros montants avec de gros fournisseurs ailleurs sur d'autres catégories d'achat, peut-être qu'on peut en passer une partie sur l'achat inclusif, de manière générale de l'achat RSE. Un slide que j'ai piqué chez Cap Research et que je trouvais intéressant. Ça représente en fait le retour sur investissement des directions achats par industrie. Et on peut voir par exemple, on prend le coût complet d'une direction achat. Là, si je prends le tout premier dans l'aérospace, donc vous prenez par exemple un Airbus, vous prenez toute la fonction achat, fonction support achat, etc. Le retour sur investissement moyen dans ce secteur d'activité est de fois 1,9. C'est-à-dire que ça nous coûte 1, ça nous rapporte 1,9. Et c'est à comparer surtout avec les autres industries, c'est ça qui est pas mal. On voit que dans le oil and gas et tout ce qui est utilities, on a des retours sur investissement beaucoup plus importants. Moi, je l'interprète de cette manière, c'est que dans l'aérospace, on a énormément de contraintes réglementaires. Et surtout, dès qu'on a certifié un fournisseur pour une pièce, pour un avion, ou pour une fusée, etc., ben, ce fournisseur, il est certifié quasiment sur toute la durée de vie de l'avion ou de la fusée. Ce qui fait que les acheteurs, derrière, pour aller négocier quoi que ce soit, bon courage. Donc, du coup, on est sur des retours sur investissement très faibles, alors qu'à l'inverse, quand on est sur du all in gas ou de l'utilities, là, on a des achats hyper récurrents qui ne sont pas aussi réglementés, on va dire, et sur lesquels vous allez pouvoir faire des négociations en allant chercher des fournisseurs dans le monde entier pour trouver des pièces beaucoup moins chères, pour trouver des prestataires beaucoup moins chers. Et là, on se rend compte que le retour sur investissement est x10, c'est-à-dire que quand vous investissez dans un acheteur à 100 000 euros,
il vous rapporte 1 million d'euros. L'investissement pour le patron dans ces boîtes n'a rien à voir en termes de retour sur investissement que dans l'aérospace. Un petit focus sur deux postes que j'ai fait. Le premier poste qui m'a amusé, alors ça c'est une expérience tout à fait personnelle, c'est moi qui ai pris la photo dans mon centre commercial juste à côté d'Ottawa. J'ai trouvé cette poêle qui m'a amusé. On voit un magnifique drapeau français, tradition de France, une ville hyper connue pour son champagne et son bien-être. La marque Rémi Olivier, et puis tout en bas, fait en Chine, made in China. Là, je me suis dit quand même, ça doit bien faire piquer le groupe Seb et d'autres qui fabriquent encore leurs poêles, leurs cocottes minutes en France, de voir ce type de publicité juste à côté finalement de leurs produits, hein, puisqu'à côté, il y avait du Lagostina, qui est plus italien, mais qui a aussi encore quelques usines par là-bas. Je pense à Tefal notamment. Si vous mettez une poêle Tefal et cette poêle-là, honnêtement, en termes de visuel, il faut avoir de bons yeux pour voir que l'une est fabriquée en France et l'autre est fabriquée en Chine. Alors, je sais que le groupe SEB fabrique sans doute 99% de leurs produits en dehors de la France, mais il leur reste encore de l'industrie en France malgré tout. Dernier point, ce sont les fiches de négociation. J'ai publié dernièrement plusieurs fiches, dont le Japon il y a 2 jours et le Maroc. Je suis assez passionné, moi, par ces fiches et par ce que j'apprends en les créant, parce que finalement, je les crée au fur et à mesure et j'apprends sur certains pays. Pour le Maroc, j'ai eu des discussions avec certains Marocains, notamment sur le Sahara occidental, qui est aujourd'hui en situation pas claire au niveau international sur l'intégration dans le Maroc ou non. Donc, c'est des sujets, en fait, sur lesquels j'insiste dans ce type de fiche, justement, pour préparer vos négociations au Maroc et pas avoir de loupés. Sur ces fiches de négociation, comme je vous le disais, aujourd'hui, j'en ai fait une vingtaine. L'idée, voilà, c'est de continuer un peu cette série sur des pays, et je fais exprès de ne pas prendre que le top 100 finalement des pays les plus industrialisés, mais d'aller prendre aussi des pays sur lesquels on ne parle jamais dans la littérature. Je pense au Maroc, je pense à Madagascar, parce que c'est des pays finalement où il y a de l'industrie. C'est des pays, alors le Maroc est un pays qui commence à être très développé, le Madagascar pas du tout. Moi, je travaille avec Madagascar, j'ai une société là-bas avec une trentaine de collaborateurs. Je sais ce qu'ils vivent au quotidien, je donne des formations parfois sur des grosses sociétés à Madagascar. Et je trouve intéressant finalement de ne pas oublier ces pays qui ont aussi une économie, chez qui on va négocier et sur lequel les acheteurs n'ont aucune information dans la littérature classique. Je vais d'abord vous partager vite fait un petit exemple de retour ChatGPT. Je ne sais pas si vous utilisez ChatGPT vous-même. Je me suis amusé à faire un prompt très simple, hein. Vous voyez, j'ai mis rédige en français une analyse SWOT pour ma direction achat chez le groupe SEB en France concernant, je l'ai même mal écrit, mais il a très bien compris, concernant le marché de l'électricité en France sous forme d'un tableau de 4 entrées. Et en quelques secondes, hop, intitulé, il me l'a écrit correctement sans les fautes d'orthographe, analyse SWOT de la direction des achats, groupe SEB, marché de l'électricité en France. Et là, il me donne les facteurs internes, points forts, points faibles. Bien entendu, et ça je le répéterai toujours, faites de l'intelligence artificielle votre esclave, c'est-à-dire ne prenez pas au pied de la lettre tout ce qui est écrit. Par contre, utilisez-le comme base de réflexion. C'est-à-dire que tout ce qui a été intégré ici est intégré ici, facteur interne, facteur externe, opportunité, menace. Vous connaissez votre SWOT, hein, j'ai pris une matrice qui parle à tout le monde normalement. À vous de la challenger. Finalement, c'est les premières lignes qui sont les plus difficiles à écrire. Par contre, une fois qu'on a rédigé nos premières lignes, on ne peut plus s'arrêter tellement le sujet est passionnant. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous retrouve mercredi prochain à la même heure. Merci beaucoup.